Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons parler notamment de la situation des quartiers difficiles, des banlieues, qui sont peut-être plus atteints que d'autres par la crise de la Covid, puisque c'est féminin. Et pour en parler, je suis heureux de recevoir Catherine Arnoux. Bonjour. Vous êtes maire de Champleau-les-Vignes, vous êtes vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, vous êtes présidente d'Activity. Activity, c'est l'agence d'insertion professionnelle des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et vous êtes aussi vice-présidente de l'association des maires villes et banlieues. Florence Mercadet-Choquet, bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Bonjour Patrick. Bonjour. Stéphane Monson, vous êtes professeur à l'Université de Versailles. Bonjour Patrice. Bonjour. Et Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur. Bonjour à tous. Voilà. Alors, on va commencer justement par cette situation au fond des banlieues et de la Covid, avec une déclaration que vous avez faite, Catherine Arnoux, dans laquelle vous dites, au fond, cette crise souligne non seulement les inégalités qui existent entre les différents quartiers, entre les différents territoires, mais elle va les aggraver. Et vous ajoutez, ce qui est assez peut-être inquiétant, je pense qu'on n'a pas pris toute la mesure de ce qui va se passer sur nos territoires. Alors, est-ce que je peux vous demander d'expliciter cette phrase? Oui, vous connaissez nos territoires de banlieue, c'est des territoires d'habitat social extrêmement denses. C'est un peu ce qui les caractérise, avec énormément de gens en difficulté d'emploi, énormément d'enfants en difficulté, et puis une moyenne générale, en tout cas sur les Yvelines, dans ces quartiers difficiles, c'est environ 30 à 35% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est très peu de métiers qui ont pu travailler à distance, et c'est énormément de métiers fragiles, voire de temps partiel déjà, voire de petits boulots qui ont été arrêtés pratiquement dès le début du confinement. Et puis, donc ça a été deux choses. D'abord, une capacité de vivre confiné beaucoup plus compliquée qu'ailleurs, vous l'imaginez bien. Des logements qui ne sont pas si grands que ça, des familles extrêmement nombreuses et plus de relations avec ce qui fait aussi le charme de nos quartiers, c'est cette socialisation intense et cette solidarité intense et cette vie qui brusquement s'est arrêtée et chacun s'est enfermé chez soi avec une vraie peur. Et je pense que la peur ici a été très marquée et elle existe encore. Et donc il y a eu à la fois des parents, des enfants enfermés dans des logements, plus de travail, plus de charges. Parce que quand on a 3-4 enfants qui sont à la cantine et que le coût de la cantine à Champleau-les-Vignes, par exemple, le coût le moins cher, c'est 47 centimes d'euros, vous imaginez bien qu'on ne nourrit pas une famille de 4 à 5 enfants pour 45 centimes d'euros par personne chaque repas. Et 2 mois, c'est long. Et donc, ça a été une précarisation qui s'est installée extrêmement vite, un éloignement de l'enfant, des enfants de l'école, malgré des efforts considérables qui ont été faits par les enseignants, et ça, tout le monde le sait, ici plus qu'ailleurs. Et cette fracture numérique naturelle, parce que peu d'ordinateurs, pas obligatoirement une gestion facile de l'outil numérique. Et cet éloignement, et puis, vous savez, nos quartiers, ce qui les a fait vivre, ce qui les a un peu sauvés depuis des générations, contrairement à ce qu'on dit, c'est tous les moyens humains qui ont été mis autour. Ce qui tient nos quartiers, ce qui tient nos jeunes, ce qui les emmène vers l'emploi, vers la réussite, c'est une espèce de chaîne humaine avec un certain nombre d'actions qui sont portées par des humains. Et là, brusquement, il n'y avait plus d'humains dans nos quartiers. Nos quartiers étaient vides, vraiment vides, même si on a eu quelques moments un peu sonores et un peu difficiles. La majorité du temps, nos quartiers étaient extrêmement vides et il n'y avait plus d'humains pour entourer ces familles et ces enfants en difficulté. Et donc, ce qu'on a vu, ça n'est que le premier petit bout de ce qu'on verra. Parce que ces enfants qui ont été durement et longuement éloignés d'une socialisation, d'une scolarisation, ils ne vont pas en sortir indemnes. Ces parents qui avaient fait des efforts, qui avaient réussi à trouver des petits boulots et tout ça, il y a des efforts qui sont complètement à reprendre. Il y a des gens qu'on a perdus sur place. Et c'est, à mon avis, dans les mois à venir qu'on va voir la vraie difficulté. Moi, j'ai le sentiment, et je ne suis pas une pessimiste par nature, j'ai le sentiment que tous les efforts qui avaient été faits, entre autres de la réussite éducative, et les enseignants que j'ai rencontrés le disent, plusieurs années vont être anéantis. Il va y avoir une reprise pratiquement à zéro sur beaucoup d'endroits. C'est-à-dire qu'au fond, les 2 mois de crise, c'est au fond des années de retard ou des années de difficultés qui sont nées de ça.
Ces 2 mois de crise, ça a mis fin à beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts, beaucoup d'enfants qui commençaient à sortir des difficultés, beaucoup de parents qui commençaient à sortir des difficultés. Enfin, un chemin qui était plutôt un chemin ascendant avec beaucoup de travail sur l'emploi et l'insertion. Mais vous le savez bien, hein, les premiers boulots touchés vont être les boulots enfin, qui sont très précaires. Et paradoxalement, les seuls qui travaillaient sur les territoires, c'était aussi les habitants de nos quartiers. Hein, c'était tout le travail un peu à distance qui était fait et dont on voyait, par exemple, et ça a compliqué aussi toutes ces familles. Il y a eu beaucoup de familles dont le petit boulot de la maman, qui était un boulot pas trop précaire, perdurait, et donc des enfants qui ont été confinés, beaucoup ont été confinés ensemble, parce que le travail à l'hôpital, il y avait encore des entreprises qui avaient gardé un certain nombre de petits boulots, et c'était les petits boulots de nos habitants. Mais au fond, quand on regarde, parce qu'on aurait pu craindre aussi qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des violences pendant le confinement, il n'y a pas eu tellement ça. Mais non, parce que les violences sont le fait d'une minorité toujours, et elles avaient dans un... Bon, la seule complication, c'est que ces territoires étaient vides, et qu'on le sait bien ici, plus qu'ailleurs, la nature a horreur du vide. Donc il y a un certain nombre de jeunes, mais qui sont en minorité, qui ont un peu repris la rue, ici comme ailleurs. Mais sinon, non, on était plutôt dans un état de sédation, de peur de ce virus qui n'était pas palpable, hein. Et beaucoup d'influence en plus de fake news, mais ça vous l'imaginez, qui a fait quand même que les gens se sont enfermés sur eux-mêmes. Et c'est ça aussi que je crains, c'est cette espèce de fermement qui va laisser des traces. Oui, ce que vous dites, au fond, il y a plusieurs crises, il y a plusieurs domaines sur lesquels il y a des difficultés. Il y a notamment l'éducation, mais celui sur lequel vous avez probablement le plus de crainte, c'est ce que vous appelez la socialisation, c'est-à-dire le rapport à l'autre, au fond. Hein. Oui, absolument. Dans nos collectivités, dans nos territoires un peu fragiles, c'est vrai que c'est la socialisation en fait qui fait la scolarisation, par exemple, de l'enfant. C'est d'abord et surtout une socialisation. C'est le groupe, et c'est le groupe des intervenants, qui soient enseignants, qui soient animateurs, qui soient associatifs, dont c'est le cœur de métier. C'est eux qui font la socialisation de l'enfant essentiellement. C'est eux qui accompagnent et qui raccrochent l'adulte en tant que parent. Et c'est eux qui fabriquent cette espèce de futur adulte beaucoup plus ici qu'ailleurs. Et c'est nécessaire, et c'est pour ça qu'il y a autant d'actions. Et justement, cette socialisation, elle n'a pas eu lieu. Et 2 mois, et sans doute un peu plus que 2 mois, parce qu'il se trouve que, en plus, nos territoires, malgré tout ce qu'on a fait comme effort pour relancer l'ouverture des écoles, les écoles sont ouvertes. Par exemple, le 25, pratiquement tous les niveaux de toutes les écoles de Chanteloup seront ouvertes. Ce qui laisse supposer vraiment qu'il y a eu un effort de tous, des enseignants, de la ville et tout. Mais malgré ça, la peur est encore prégnante, et il y a entre 18 et 20% seulement des parents qui ont vécu, enfin qui sont sortis de leur peur ou qui ont accompagné les enfants vers l'école. Donc vous voyez, je pense que ce confinement, il n'est pas fini dans les esprits. Florence Mercadet, puisqu'on en est au tableau au fond des difficultés, vous avez un poste d'observation qui est celui d'avocate en droit social. On craint beaucoup, et c'est un peu la suite de ce que disait Catherine Arnoux, on craint beaucoup de licenciements dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Oui, moi je suis déjà consultée depuis un mois, notamment, alors déjà, premièrement sur les ruptures de période d'essai, c'est-à-dire que tous les salariés qui ont été en période d'essai, dont la période d'essai a été suspendue en cas de chômage partiel, reviennent maintenant dans l'entreprise, qui se dit que c'est pas le moment de garder des gens, puisque derrière, on va peut-être faire des licenciements économiques. Donc, il y a des ruptures de période d'essai qui sont parfaitement illégales, puisque la rupture de la période d'essai doit se faire sur la compétence du salarié et non pas parce qu'on a des problèmes de trésorerie ou des problèmes économiques. Donc, va y avoir ce premier problème où là, j'ai dû voir une dizaine ou une quinzaine d'entreprises procéder à ce type de rupture de période d'essai. Et ensuite, j'ai 3 entreprises qui vont demander de les accompagner à la rentrée au mois de septembre pour faire des PSE et licencier donc entre 20 et 50 salariés parce qu'ils ne vont pas arriver à maintenir les postes.
et à payer ces salariés-là. Et donc, on voit bien les annonces qui sont faites sur des grandes entreprises, sur les plans qui vont être mis en place, que ce soit Renault avec les fermetures de sites ou Air France qui va licencier également. Mais dans les petites entreprises et moyennes entreprises, c'est exactement la même chose. Stéphane Monson, au niveau de l'université, enfin de poste d'observation que vous avez à l'université, est-ce que vous voyez aussi une sorte de fracture sociale ou de fracture qui se produit, oui, au sein de cette société et que en effet la crise du virus a aggravé? Oui, Patrice, elle est relativement nette, cette fracture entre nos jeunes étudiants et les étudiants les plus expérimentés. On sait pertinemment qu'avec les mécanismes d'enseignement à distance, aussi perfectionnés soient-ils, en dépit des efforts assez considérables qui ont été faits par beaucoup de collègues et beaucoup d'enseignants, d'ailleurs, quel que soit le niveau, hein, dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, il y a eu des efforts tout à fait considérables qui ont été faits, mais on sait aussi, par l'expérience, et on l'a vu jouer à la faveur des derniers événements, que ce qu'on appelle les décrocheurs, si vous voulez, voilà, ont été beaucoup plus nombreux. On sait pertinemment qu'un certain nombre, qu'une marge relativement importante de nos étudiants de première année ne se sont pas connectés aux divers enseignements ou exercices qu'on proposait à distance. On sait que les acquis, que le capital social, que le capital culturel des familles dans lesquelles ces étudiants peuvent vivre, on sait que les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent ont une influence considérable sur leur aptitude à pouvoir suivre à distance un certain nombre d'enseignements. Et on l'a vu donc au cours des dernières semaines, on sait que tout cela a été considérablement accentué. Jean-Charles Lajoie, alors on continue sur ce constat, après on va peut-être parler des remèdes et des politiques qu'il faudrait mener. Sur le constat justement de cette fracture de territoire, quel est votre sentiment là-dessus? Moi, je suis très étonné, enfin presque sidéré par les propos de Madame le maire, que je conteste pas du tout, mais c'est un constat qui est terrifiant, c'est-à-dire que de penser que 2 mois, à vous écouter, 2 mois ruinent quasiment toute une vie. Et 2 mois me paraissent quand même certes compliqué. C'est pour ça que je trouvais extrêmement intelligent de la part du gouvernement de rouvrir les écoles en dépit de ce que beaucoup de gens ont critiqué. C'est tout à fait indispensable, etc., pour récupérer ces enfants, pour redonner du lien social, etc. Mais quand vous dites que 2 mois ont tout mis par terre, je me dis, mais ça paraît dantesque. Alors, est-ce que quelle est la véritable cause? Que je ne peux pas imaginer qu'en 2 mois, je veux dire, tout se délite, tout s'effondre. Ça me paraît un peu exagéré. Alors peut-être que c'était dramatique déjà bien avant et que c'est simplement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais j'ai du mal à concevoir, mais je vous crois volontiers que en 2 mois, tout se soit effondré. Alors tout s'est peut-être pas effondré, mais la situation s'est aggravée en tout cas. C'est ce que vous disiez, hein, Catherine Ardou. Et juste pour finir, parce que moi j'ai des étudiants aussi en IUT. Effectivement, cette fracture sociale, elle existe, cette fracture informatique plus qu'une fracture sociale. Mais je suis absolument bluffé par certains étudiants qui, au début, effectivement, ont eu un peu de mal à reconnaître et presque à avouer que chez eux, l'informatique, c'était le niveau 0, qu'il n'y avait pas de possibilité, etc. Mais sur les 80 étudiants que je suis, avec lesquels on travaille régulièrement, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont totalement démunis de façon informatique. On a essayé de trouver des solutions. Pour certains, on a trouvé. Et pour les autres, ils font leur devoir de façon manuscrite. Ça demande effectivement plus de travail, mais ils travaillent autant que les autres. Il n'y a pas du tout ce rejet en disant « j'ai pas l'informatique, je travaille pas, je me réfugie pas du tout ». Au contraire, ils sont là en s'excusant, en disant « écoutez, je suis désolé, je peux pas vous rendre un truc hyper propre, etc. J'ai un papier, un crayon, des stylos, j'ai des feuilles. » Et les devoirs m'arrivent scannés, c'est des captures d'écran faites par leur téléphone, etc. Donc, il y a quand même une impétence pour le savoir et de ne pas être laissé sur le côté de ces étudiants. Et je trouve ça absolument bluffant et tout à fait euphorisant. Parce que vraiment, ils travaillent. Et bon, effectivement, je reçois quelques devoirs sur des feuilles
avec une écriture, comme plus personne n'est habitué à écrire, l'écriture qui est un peu malhabile sur trois ou quatre copies doubles, enfin, ça devient compliqué. Mais en tout cas, je dis chapeau à ces étudiants, quoi, qui ne se laissent pas dérouter par cette misère informatique. Florence, et puis après, je redonne la parole à Catherine Arnaud. Juste sur un témoignage, mon mari donne des cours à des enfants qui sont en primaire, sur des cours de soutien qu'il a donnés tout le long du confinement, et il continue maintenant, parce qu'effectivement, il y a des parents qui ont peur, voire même des enfants de primaire qui ont peur aussi, qui ne veulent pas retourner à l'école. Et la difficulté réelle, c'est que dans un petit espace, il y a 4 enfants, il n'y a qu'un seul ordinateur, évidemment, et il faut que le gamin soit vraiment tenace et qu'il ait vraiment une volonté de faire pour pouvoir travailler alors que la télé fonctionne, que les autres gamins sont derrière, font du bruit, et il faut qu'il arrive à se mettre dans une bulle pour pouvoir avancer. Donc c'est compliqué. Et effectivement, je pense que 2 mois peuvent détruire des années de travail. Comme là, on voit bien l'impact de la Covid-19 sur les entreprises, où c'est des années de travail qui peuvent ruiner des entreprises en 2 mois. Donc c'est un peu la même chose. Et je pense que les élèves en difficulté, petits ou au collège, n'ont peut-être pas la même vie que vos propres étudiants, Jean-Charles, qui sont déjà des jeunes adultes. Et donc, on n'est pas tout à fait probablement dans la même configuration. L'analogie avec les entreprises est un peu différente. Qu'une entreprise, son chiffre d'affaires s'effondre, on comprend bien. Je pense que l'acquis d'un enfant ne s'effondre pas en 2 mois. Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, Catherine Arnaud, justement, je rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Charles Lajoigny, mais c'est vrai que il y a une politique de la ville qu'on mène depuis des années, et il y a eu des gouvernements successifs qui ont mené des politiques différentes de la ville. Vous-même, vous étiez membre de la commission Borloo, et vous êtes une de celles qui a regretté d'ailleurs que les propositions qui avaient été proposées par cette commission n'aient pas été retenues par le président de la République. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un puits sans fond, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut recommencer et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. On n'arrive pas à trouver des solutions, c'est faux. On arrive à trouver des solutions individuelles. Le seul problème, c'est que la lecture que les extérieurs ont de la politique de la ville, c'est une espèce de lecture de territoire, et non pas une lecture par individu. Si on avait fait depuis le départ, et on ne l'a pas fait, si on avait fait depuis le départ un suivi de familles qui vivaient sur ces territoires politiques de la ville, on aurait vu, parce que nous, on le voit tous, on aurait vu que c'est une pente ascendante très régulièrement, et plus les actions sont menées auprès des familles, plus ces familles réussissent, et les enfants réussissent plutôt mieux, avec plus d'efforts. Le seul problème, c'est qu'on a une lecture territoriale, et le territoire, il bouge. Je vais vous donner un exemple. Dans les quartiers politiques de la ville, il y a 20% de renouvellement tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait très bien, que les familles qui sont prises en charge et qui se prennent en charge après, et qui utilisent tous les dispositifs, généralement quittent ces territoires dès qu'elles vont mieux, et elles sont remplacées par des familles qui sont en difficulté de nouveau. Et c'est là le puits sans fond. C'est ce qu'on appelle la politique de peuplement. C'est une politique qui est, depuis 20 ans, toujours la même, un peu plus forte dans l'Île-de-France et autour des grosses métropoles. C'est que les lieux de quartiers populaires, d'habitat social denses comme les nôtres, sont encore les lieux où il y a du mouvement et où on peut retrouver du logement. Vous savez que cette pénurie de logement dans l'Île-de-France, de logement social dans l'Île-de-France, fait qu'en fait, la politique de peuplement, donc la politique d'habitat portée par l'État, remet les familles les plus en difficulté sur les territoires les plus en difficulté. Et malgré toutes les volontés dites depuis des années, rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc en fait, famille par famille, toutes les actions sont efficaces, mais sur l'ensemble du territoire, nous avons des chiffres qui s'améliorent extrêmement lentement. Donc en fait, on est obligé, nous, de prendre en charge, en fait, la population qui est là sur place à un moment donné, même si celle-là est toujours différente. Et c'est celle-là aussi qui nous permet d'évaluer et qui me permet de faire ces constats. Et effectivement, effectivement, quand on parle, et je vais prendre la suite de ce que disait Jean-Charles Lajoigny, plus on s'adresse à des étudiants à des niveaux plus élevés, collège, lycée,
et des gamins qui commençaient à vraiment s'en sortir, plus il y a eu une volonté extraordinaire pendant ces 2 mois de continuer, quelles que soient les conditions, même si elles n'étaient pas faciles, à essayer de trouver des solutions. Et ils ont été trouver des solutions même ailleurs pour être aidés. Mais moi, je parle de l'enfant avant le CM1, CM2, l'enfant qui spontanément n'a pas son cadre propre, qu'il a le cadre qui est porté par l'adulte, par les adultes qui l'accompagnent. Et vous imaginez bien, nous on l'a vu parce qu'il y a eu 2 semaines de confinement et 2 semaines de congé. Et on avait trouvé dès le départ que c'était une bêtise, puisqu'on savait que le confinement allait durer plusieurs semaines, c'était une bêtise de ne pas cumuler tous les congés de toute la France en même temps, et ça le plus tard possible pour qu'on ait pris un certain nombre de rythmes. Les 2 premières semaines avaient donné un peu de rythme, les 2 semaines suivantes de congés scolaires dans l'Île-de-France a cassé le peu de rythme que les enfants avaient pris, et les enseignants nous disent que c'est après aussi que les reconnexions et que les efforts ont été un peu perdus. Alors on a mis en place, nous, comme dans beaucoup de quartiers comme les nôtres, on a mis en place de l'accompagnement pendant le temps des vacances scolaires, de l'accompagnement en sortant un peu les enfants du confinement, en leur donnant des rendez-vous très précis pour se réaccrocher, pour qu'on leur fasse comprendre un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas compris, pour imprimer ce qu'ils n'avaient pas imprimé. Et ces enfants-là, très volontaires, avec des parents très volontaires, ceux-là n'ont pas perdu pendant les 2 semaines de vacances parce qu'ils ont eu de nouveau un contact humain qui les a remotivés. Mais ceux qui ont lâché pendant le temps des vacances n'ont pas repris le mois d'après. C'est en tout cas ce que me disent les enseignants et ce que me disent les principaux de collège qui ont pourtant fait un travail. Enfin, les enseignants appelaient les enfants tous les jours, pratiquement tous les jours. Ça a été un effort considérable de la part des enseignants, on le sait. Et puis, à ça se rajoute, mais naturellement, la culpabilité de l'enfant qui a lâché depuis 1 mois et qui ne va pas vous dire qu'il a lâché depuis 1 mois. La culpabilité du parent qui a été en difficulté, mais je ne sais pas si vous avez eu des parents qui ont tout à fait la capacité à suivre les enfants. Eux aussi, ils étaient épuisés au bout de 2 mois. Ça n'est pas le métier. Le métier de parent n'est pas le métier d'enseignant, un peu sans faux. Et donc, il y a aussi la culpabilité du parent qui a lâché parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il ne comprenait plus, parce que voilà, le système qu'on lui demandait ou l'effort qu'on lui demandait était bien plus important que tout ce qu'il avait fait avant. Et donc, cette double culpabilité parent-enfant, ça éloigne aussi. Et les enseignants que j'ai vus dans les écoles là me disaient que les 8-10 enfants qu'ils ont par école, par classe, parce que ça n'est pas plus de 8-10, eux-mêmes, alors que du coup, ce sont les enfants restés connectés avec des parents volontaires, puisqu'ils les ont mis à la... Les enseignants me disaient on a plus de mal à les remettre dans le bain qu'après les 2 mois de vacances scolaires qu'on vit régulièrement chaque année. Et donc ça, c'est un constat enseignant, donc ça n'est pas... C'est une vue de professionnel. Et d'ailleurs, ils se demandent un peu que va être ce 1 mois et demi de scolarité dans la mesure où ils ont à reprendre effectivement 2, 3, enfin je sais pas, il y avait eu 4 mois de scolarité avant, ils ont à reprendre 4 mois de scolarité, ils ont même le sentiment que des pertes ont été faites en ligne, mais c'est normal. Ces enfants ont vécu enfermés dans des familles, dans des petits appartements avec du bruit, une incapacité de se concentrer et le cadre qui n'était plus mis par le cadre enseignant, mais c'est assez normal. C'est vrai que la cote des enseignants est beaucoup remontée pendant la crise de la Covid. Et le parent a compris ce qu'était l'enseignant, et ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est un enseignement très positif de cette période de confinement. L'enseignant a compris ce que c'est d'être parent, mais le parent a vraiment compris le métier d'enseignant, et ça, je pense que ça va laisser des traces positives dans l'avenir. Une petite question d'ordre sociologique, quand vous parlez de famille, mais c'est quoi? C'est des familles complètes? C'est souvent des familles monoparentales? Vous savez que tous nos territoires sont à peu près pareils, 20, 30 à 40% selon les endroits de familles monoparentales. Généralement, d'ailleurs, quand c'est des familles monoparentales, c'est souvent des mères qui ont un petit emploi, mais qui ont un emploi et qui vont continuer à l'exercer. Mais c'est des familles nombreuses, oui. L'habitat social, c'est fait de familles nombreuses. 3, 4, 5, 6 enfants, quoi. C'est la moyenne. C'est pas non seulement justement sur cette politique de la ville, alors qui est depuis je crois Mitterrand, il y a des ministres de la ville. Il y a eu des politiques avec beaucoup de budget d'ailleurs qui a été alloué. On a l'impression, en effet, comme le disait Catherine Arnould, peut-être on a travaillé sur les territoires plutôt que sur les individus. Enfin, qu'on n'a pas trouvé le bon curseur sur cette politique de la ville. Alors, je sais pas si on n'a pas trouvé le bon curseur. Enfin, toujours est-il, moi j'ai vraiment comme ça 2 observations qui me viennent. C'est que la première, c'est qu'on a fait de la politique de la ville
un emblème, un marqueur politique assez fort. Souvenez-vous, et c'est tout un symbole, Bernard Tapie avait été en son temps nommé ministre de la Ville par François Mitterrand. C'était là vraiment un symbole assez fort d'ailleurs, à beaucoup de points de vue. Et puis ma seconde observation, c'est qu'une politique publique comme celle-là ne peut, et Madame le maire l'expliquait, ne peut produire de résultats que sur le moyen, sinon le très long terme, parce qu'en effet, c'est une espèce de puits sans fond. Alors, certains noms ont quand même laissé des traces relativement positives. On parlait évidemment de Jean-Louis Borloo tout à l'heure. Le plan Borloo initial a pris vraiment la question à bras-le-corps, mais enfin, il faut une volonté politique extrêmement forte. Il y a une question aussi de coordination avec, de toute évidence, avec les élus locaux, je n'aime pas cette expression, mais avec ce qu'on appelle le terrain. Si vous voulez, j'aime pas cette expression parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le terrain. Mais en tout cas, avec les élus locaux, ce type de politique publique nationale, c'est une politique nationale parce qu'il y a des moyens qui sont considérables, qui doivent être mobilisés, mais ne peut produire aucun succès sans une concertation, sans un coportage, comme on dit parfois, très étroit avec les élus locaux. Ça, c'est une certitude. Jean-Charles Lajonie, une question. C'est vrai qu'on a eu l'impression, on parle de la différence, parfois des inégalités entre les territoires. Par exemple, que pendant le confinement, il y a eu, de la part notamment de la police, des comportements différents, peut-être qu'on a laissé un petit peu vivre un peu plus dans certains quartiers difficiles, ce qui n'est peut-être pas tout à fait malhabile d'ailleurs. Oui, je pense que c'est indéniable. Enfin, j'ai entendu personne le nier. Enfin, les officiers de police sont très nombreux à témoigner en disant on nous a clairement dit que c'était pas la peine d'intervenir dans certains lieux, dans certains quartiers, parce que de toute façon, intervenir, ça allait déclencher des rixes, des bagarres, et que nous ne serions pas suffisamment nombreux, et ce serait une contre-productif d'aller au contact. Donc, on a un peu laissé tomber dans ces quartiers. Parce que très souvent, je ne sais pas ce qu'en pense Madame le maire, mais c'est qu'il y a un constat qui est toujours de dire, mais non, mais à chaque fois qu'on voit quelque chose d'important, vous le disiez vous-même, Madame le maire, tout à l'heure, en disant quelques points de chaleur. Mais moi, c'est des points de chaleur que je trouve un peu effrayants, parce qu'à chaque fois, on va dire, oui, c'est un petit point de chaleur, etc. On voit alors, c'est pas partout, et heureusement, mais quand on voit des camions de pompiers recevoir des frigidaires sur le capot, on dit, oui, c'est un point de chaleur, c'est le cas de le dire avec les pompiers, mais franchement, je veux dire, est-ce que de toujours minimiser les choses, c'est pas encore mettre la poussière sous le tapis et puis dire, on verra bien plus tard. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi reconnaître qu'il y a plus que des moments de chaleur, il y a des quartiers qui deviennent peut-être des zones de non-droit et que c'est extrêmement désagréable, surtout pour les gens qui y habitent. Parce que, comme vous le disiez très justement, Madame le maire, c'est une minorité agissante qui plombe la vie d'une majorité qui est obligée de se taire et de faire bonne figure malgré la situation. C'est de cette majorité-là que parlait, je pense, Catherine Arnaud d'ailleurs, quand vous parliez des familles. Mais on est très clair. Premièrement, je ne peux pas résumer ces quartiers politiques de la ville à ces 5% qui nous pourrissent la vie. Je ne peux pas le résumer puisque c'est tout le regard extérieur qui du coup est pollué et c'est tous les habitants qui sont des victimes de plus. Donc mon propos est clair pour ça et mon propos est clair pour la deuxième partie, c'est qu'effectivement, oui, c'est 5% qui pourrissent la vie des habitants. Leur agissement est insupportable. Mais ce n'est pas l'élu local qui a capacité à les arrêter, ces agissements, on est bien d'accord. Hein, ça va bien au-dessus de l'élu local, c'est à la fois police-justice, police dans ses grandes difficultés et justice dans ses obligations. Mais c'est très compliqué pour un élu local à la fois de dire 95% de mes habitants méritent une attention très importante parce qu'ils ont plus de difficultés et plus de mérite ailleurs, il faut une espèce de protection obligatoire. Mais de dire aussi que les agissements insupportables, les attaques de pompiers, de policiers, d'élus aussi, parce que nous sommes maintenant attaqués comme représentants de l'autorité, oui, c'est insupportable. Ça ne doit pas être toléré, ça ne doit être toléré par personne sur le territoire national.
Et du coup, effectivement, là, on n'est plus dans l'accompagnement, on est obligatoirement dans la sanction. Je suis assez d'accord avec vous. Quelle est votre position et quelle est la situation sur toutes les lignes avec la police municipale? Il y a une police municipale, comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Alors, il y avait une police municipale assez fragile, elle n'existe plus pour tout un tas de raisons, des arrêts maladie, des grossesses, des départs. Nous sommes en train de remonter une police municipale, mais la police municipale, quand elle sera remontée et un peu costaud, ne se substituera jamais à la police nationale. Ça n'est pas son métier. Et d'autre part, c'est dangereux puisqu'à un moment donné, il faut que les métiers et les obligations de chacun soient respectées. Alors, justement, je voudrais qu'on vienne maintenant peut-être aux solutions. Je rappelais que vous êtes la présidente d'Activity, qui est donc qui travaille pour l'insertion professionnelle dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Quelles sont les mesures d'urgence où vous avez prises ou dont vous avez besoin? Alors, sur le plan de l'emploi et de l'insertion, parce que vous savez qu'Activity est donc l'agence d'insertion qui est le bras armé maintenant des 2 départements, Yvelines et Hauts-de-Seine. La première décision que nous avons prise, elle n'était pas moindre, c'est de se dire tous les chantiers d'insertion, toute l'économie sociale et solidaire qui porte des emplois d'insertion, à la fois les entreprises et les associations d'insertion vont être extrêmement fragilisées par ce temps qui va être un temps mort. On imaginait bien le 16 mars qu'on ne partait pas pour 8 jours, on partait pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Notre première action, ça a été simple, mais on l'a décidé vite, c'est de financer extrêmement rapidement 3 millions d'euros de subventions qui étaient à donner au fil du temps de l'année 2020. Nous avons fait un conseil d'administration exceptionnel de façon à financer tout de suite des associations pour les sécuriser, entre autres toutes celles qui avaient des emplois et dont il fallait mettre en chômage partiel. Et après, ça a été, sans compter le lien permanent avec entreprises, avec associations, parce qu'il fallait aussi sécuriser tout le monde, y compris sur le plan psychologique. L'attention a été portée sur toutes les actions d'insertion, toutes les entreprises d'insertion qui pouvaient continuer à travailler, et il y en a eu, et celles qui pouvaient se développer en trouvant de nouveaux métiers. Je vais vous donner 2 exemples. On a une association qui s'appelle ACR, qui est à Conflans-Sainte-Honorine, et qui entre autres, fait des jardins, des jardins de cocagne à plusieurs endroits, et qui met en insertion par le phénomène de l'agriculture, du potager. Donc, il y a un certain nombre de postes en insertion. Elle s'est développée après dans des boutiques de proximité, des boutiques solidaires, bio en plus, puisque le travail est fait bio, des boutiques solidaires dans un certain nombre de territoires. Il y en a une à Chanteloup-les-Vignes. Eh bien, il fallait absolument faire perdurer tous ces emplois, continuer ce travail-là avec l'attention et la distance, continuer à faire vivre ces lieux de vie et ces lieux de vente, parce que du coup, il y avait un double avantage, c'est que c'était en proximité, une capacité de fournir, et là, c'est dans le village de Chanteloup, de fournir de la nourriture, des légumes, voilà. Donc, en fait, il y a 7 postes en insertion qui ont été confortés, et les gens ont continué à venir travailler dans ces entreprises de proximité. Et puis, il y a eu, par exemple, la création d'entreprises dans 2 villes pas très loin de chez moi, dont une à un quartier politique de la ville. Cette même association a créé un grand chantier de fabrication de masques. 40 postes en insertion qui ont été mis. Il a fallu fournir, Activity a fourni les moyens, et puis après, il a fallu fournir l'investissement. Et ça va être du métier durable. Ce qui était du métier provisoire, de l'opportunité peut-être, mais heureusement pour cette opportunité, va être en fait du métier durable. Un avantage aussi, c'est que c'est beaucoup de métiers féminins. Vous savez que les chantiers d'insertion, pour le public féminin, c'est ce qui est le plus compliqué. Et donc là, on a l'ouverture sans doute de 40 postes et un certain nombre de postes définitifs. Voilà. Donc, comment se positionner à la demande des entreprises d'insertion? L'économie sociale et solidaire va être extrêmement durement touchée. Et du coup, heureusement, elle bénéficie elle aussi du prêt garanti d'État parce que vous savez que c'est des entreprises qui sont essentiellement financées par l'État, qui ont toujours des équilibres très précaires et pour lequel un certain nombre de chantiers ont été complètement arrêtés. Je vais vous donner un exemple, le Relais que tout le monde connaît, la grande entreprise est à Chanteloup, elle est à l'arrêt complètement, elle n'est pas à l'arrêt d'une façon que volontaire, elle est à l'arrêt parce que la suite de ces projets, l'endroit où sont envoyés l'ensemble
l'ensemble de leur fabrication est arrêtée elle-même. Donc, il y a plus de 100 personnes qui sont à l'arrêt depuis le mois de mars. Et cette entreprise solidaire, du coup, est figée dans le temps. Donc, il faut aussi les aider financièrement à reprendre du souffle comme une entreprise quasi normale. Laurence Mercadet, est-ce que justement pour les entreprises, il y a peut-être des décisions de justice qui sont moins radicales, je pense aux fermetures, aux faillites éventuelles, qu'elles ne le sont en temps normal? Ou est-ce que la justice s'applique comme elle s'applique habituellement? Alors, pendant la période de confinement, elle a été, dans ce cadre de dépôt de bilan, elle a été très à l'écoute des chefs d'entreprise et a essayé de mettre en place non pas des redressements judiciaires ou des liquidations judiciaires, mais des plans de sauvegarde qui permet, normalement, pour pouvoir avoir un plan de sauvegarde, il ne faut pas être en état de cessation de paiement. Or, il y avait des entreprises qui étaient en état de cessation de paiement puisqu'elles ne payaient plus l'URSSAF, les cotisations, retraite, etc. Donc, il y a eu un soutien de la part des juges du tribunal de commerce pour essayer de les porter et qu'elles arrivent à se sortir de cette ornière. Le plan de sauvegarde peut durer 6 mois et après on peut voir si on peut le poursuivre avec des plans d'étalement des dettes, ce qui normalement n'est pas tout à fait l'objet du plan de sauvegarde. Mais là, en l'espèce, ils ont essayé d'utiliser cet outil en tordant un peu le bras à la loi. Et du coup, il y a eu un vrai soutien de ces entreprises qui étaient très, très en difficulté. Et puis après, il y a le prêt de l'État, le PEG, oui, qui a joué son rôle. Cela étant, sur les entreprises qui étaient vraiment très exsangues, les prêts n'ont pas été alloués parce que derrière, ils savaient que c'est pas remboursé. Voilà. Donc oui, donc, il y avait un tri, mais il y a eu une grande aide, en tout cas via ce plan, ce prêt entreprise. Un mot alors, avant de passer aux autres actualités, parce que je voudrais qu'on parle aussi des municipales, il y a beaucoup d'actualités politiques qui est intéressante. Vous avez fait partie, Catherine Arnoult, de la commission, la mission Borloo. Vous avez été une de celles qui a regretté que les travaux de la commission Borloo aient été retoqués finalement par le président de la République. Quelles étaient les grandes propositions majeures qui, selon vous, auraient pu changer le cours des choses? C'est toujours compliqué quand il y a 20 sujets différents d'en sortir quelques-uns, puisqu'en fait, ça n'était pas l'un ou l'autre, c'était tout. Il y avait une espèce de logique dans ce plan. Certaines choses ont été reprises, mais ont été reprises plus lentement qu'il ne leur aurait fallu. Je vais vous donner un exemple, parce que moi, j'étais sur le sujet de l'éducation. Les cités éducatives telles qu'on les avait imaginées, proposées, elles sont en train d'être prises à titre expérimental, mais on a mis à peu près 2 ans. Elles vont peut-être avoir ça va peut-être être un peu compliqué avec cette période de confinement, mais néanmoins, on s'aperçoit. Et là, c'est juste l'exemple de la façon dont on avait travaillé dans le plan Borloo. C'est comment faire un vrai travail de mutualisation de tous les acteurs. Et le principe de la cité éducative, c'était ça. C'était les enseignants, les parents, tous les métiers autour de l'enfant dans une collectivité qui portaient un projet éducatif en s'appuyant, en trouvant les compétences de l'enfant et en s'appuyant sur des compétences qui étaient sans doute des compétences différentes de ce qui était classiquement utilisé. Eh bien, on s'aperçoit que sur les endroits où les cités éducatives avaient commencé à exister, ce travail de mutualisation, ce travail de partage, c'est l'endroit sans doute où les acteurs ont été le plus consolidés, le plus sécurisés, ont pu inventer et continuent à travailler sur l'invention de demain face à ces enfants. Voilà, donc je parle de la cité éducative, je peux parler de la Cour d'équité territoriale parce que ça n'est pas rien, ça n'est pas qu'un symbole, c'est aussi montrer comment des territoires, malgré tout ce qu'on dit de l'argent qui dégouline, parce que Dieu sait si on l'a entendu, oui, individu par individu, territoire par territoire, ça n'est pas du tout la réalité. C'est aussi des plans massifs d'emploi et d'emploi d'insertion. Et il faut admettre une fois pour toutes que quand on parle d'emploi aidé, on parle d'emploi aidé par l'État, effectivement, mais Dieu sait si, sous des formes des autres, les emplois sont largement aidés, mais les emplois qui sont ces premiers emplois d'insertion, qui sont ces premiers emplois avant d'arriver dans un cursus d'emploi un peu sécurisé, ces emplois dits aidés, c'est ce qui fait aussi tout le lien social
et tous les besoins, et tous les besoins et les réussites de nos territoires. Donc, il y a un moment donné, il fallait on était dans le massif, on était dans l'ensemble des dispositifs, et en fait, ça allait effectivement à la fois du vieillissement qui est plus important, et on va le voir, qui est plus important sur nos quartiers politiques de la ville, sur lesquels la concentration des personnes âgées et très âgées va nous sauter à la figure, et dans les territoires, entre autres des territoires politiques de la ville de l'Île-de-France, qui ont pratiquement tous été construits dans les années 70, qui ont été peuplés dans les années 70, c'est là où on va trouver la densité de vieillissement le plus important et de personnes âgées le plus éloignées de toute de la prise en charge de la santé, d'un certain nombre de choses. Et là aussi, vous allez voir, ça va apparaître dans les années à venir. Nous, on le sait déjà, on met déjà les politiques en face. C'est évidemment la politique de la petite enfance, mais c'est essentiellement la politique de l'insertion et de l'emploi. Vous avez compris pourquoi, d'ailleurs, c'est intéressant d'y revenir 2 secondes quand même sur pourquoi ce rapport et cette commission a été créée, pourquoi les travaux au fond ont été rejetés, enfin, sont pris bout par bout. Vous savez ce qui s'est passé ou pas? Alors, j'ai compris pourquoi elle avait été créée, parce que c'était nécessaire, oui. Et puis parce qu'à un moment donné, il y avait un espèce de vent qui venait de l'ensemble de la société, à la fois des élus, à la fois des associations, de certaines entreprises qui avaient montré qu'à un moment donné, il fallait penser et travailler tous ensemble, et on l'a fait pendant presque 6 mois, d'une façon très intense. Tous les acteurs de ce plan vous diront qu'ils en sont sortis tous grandis, puisqu'ils ont fait à la fois des rencontres et qu'ils ont fait évoluer leurs pensées en 6 mois, plus que sans doute chacun dans son coin pendant des années. Donc au moins sur ce plan-là, on peut dire que nous sommes heureux de ce plan Borloo. Ça a fait des vraies histoires et ça a fait des vrais partenariats, des vrais projets de territoire. Pourquoi ça a été abandonné? Eh bien non, je n'ai pas compris. Ça prenait peut-être trop d'importance, enfin peu importe. Je ne vais pas faire de la psychologie, on est entre nous. Mais néanmoins, ça aurait été nécessaire, en plus d'y mettre une volonté politique forte. Et le paradoxe quand même, c'est quand vous regardez, vous voyez que le gouvernement a chopé des sujets les uns derrière les autres dans ce plan Borloo, petit à petit, plus en catimini qu'autre chose, même si maintenant il le revendique. Et c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait ensemble tout de suite. Mais je vous dis, les partenaires, il y a eu énormément de grands partenariats. Je vois par exemple chez nous, il y a un partenariat remarquable avec l'ESSEC, qui est à 15 km, qui a toujours été à 15 km, mais c'est parce que les gens se sont rencontrés, que l'ESSEC, avec sa fondation pour les quartiers sensibles, a donné massivement et donne encore massivement de son savoir-faire, les étudiants aussi, sur nos territoires. Donc on a fait des histoires de vie et on a créé le partenariat que l'État n'a pas créé à notre place, mais c'est pas grave. C'est aussi comme ça, c'est aussi par ces échanges de savoir-faire qu'on fait avancer les solutions pour nos quartiers. Un mot rapide, peut-être avec vous, Stéphane, sur j'avais fait un mémoire il y a très 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 longtemps sur le référé historique dans le discours politique. Je l'ai fait trop tôt, quoi. C'était dans les années 70. C'est maintenant que je devrais le faire. Macron n'arrête pas de faire du référé historique. Il y a eu Clémenceau, je fais la guerre, on est en guerre. Et puis là, il y a De Gaulle, cette nation qui ne meurt jamais, même quand elle est à terre. Qu'est-ce que vous pensez de ces références, ce que j'appelle moi du référé, parce que le référé, c'est plus encore qu'une référence. Oui, vous avez raison, j'aime bien cette expression référé parce qu'elle marque vraiment un aspect un peu systémique, enfin vraiment un mécanisme politique tout à fait conscient. Ce que j'en pense, c'est que, si vous voulez, un président de la Ve République en France, j'allais dire, est parfaitement dans son rôle et il occupe parfaitement le fauteuil par ces mécanismes de référé historique. Alors, De Gaulle lui-même, d'ailleurs, auquel on se réfère, et ces derniers temps, d'ailleurs, c'est, si j'ose dire, tragicomique de voir que des gens, même comme Marine Le Pen, en vient à se référer au général De Gaulle. Enfin, c'est plus comique que tragique, de mon point de vue. Mais De Gaulle lui-même se référait de manière assez fréquente, alors non pas évidemment à ses prédécesseurs, mais à de grandes figures de l'histoire, non pas non plus nécessairement à Vercingétorix, mais enfin à nos grands poètes, à nos grands héros, à nos grands souverains. Le continuateur dit Capet.
Oui, absolument. Et donc, la référence à De Gaulle, elle est presque, si vous voulez, pour un président de la République, quelle que soit sa couleur politique, un président français de la Ve République, une référence évidemment obligée. Mais c'est à la fois une façon de, si vous voulez, d'auto-légitimation. Il y a toujours un effet miroir là-dedans, hein, en fonction de la figure que l'on se choisit comme modèle, etc. Alors alors Clémenceau, d'accord, mais ça avait été déjà pris aussi par Manuel Valls, on le sait, qui est à une époque. Nicolas Sarkozy nous avait fait croire qu'il avait rédigé un bouquin sur Georges Mandel. Alors, il avait peut-être en effet écrit la préface ou la conclusion, mais cette référence historique, elle a un côté très Ve République et un côté aussi très français. On l'entend moins, ce type de référence, par exemple, dans les discours de présidents états-uniens. On l'entend nettement moins dans la vie politique allemande, on peut comprendre, ou italienne. Il y a quelque chose de très construit, en tout cas. Et le seul fait de voir un président de la République de le voir s'immerger dans un contexte historique relatif à notre histoire construite, à notre récit national, contribue à asseoir la légitimité de la fonction. Ça, c'est un grand classique. Alors, malheureusement, on va être obligé de se quitter. Juste un mot, peut-être, Jean-Charles Lajoigny, sur Stéphane Bourgoin, parce que vous êtes éditeur, et notamment de polar, et c'était le spécialiste des serial killers. On s'aperçoit peu à peu vous le connaissez d'ailleurs, peu à peu qu'il a tout inventé. Oui, on s'aperçoit que c'est un serial menteur, plutôt. Qu'il a déclaré avoir vu, alors ce qui n'est pas en soi très très grave, il avoue, enfin il se vantait d'avoir recueilli les confidences de plus de 70 serial killers. Si j'en crois ses déclarations dans Match, il en aurait vu peut-être 2 et croisé 40 dans les couloirs, mais croisé, c'est-à-dire que n'importe quel visiteur de prison peut dire la même chose. Alors ça c'est juste de la fabulation. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est qu'il a construit il me semble avoir construit sa réputation autour du meurtre absolument horrible de sa femme, qui aurait été victime d'un serial killer. Or, c'était pas sa femme, et voilà. Donc c'est quand même là on est au-delà de l'ignominie, quoi. C'est-à-dire que faire pleurer dans les chaumières sur une femme qui n'existe pas et un serial killer, ça c'est proprement scandaleux. Après, au-delà du personnage pas très sympathique et pour le moins qui a certaines connaissances, hein, je veux dire, bidonnant depuis 40 ans, il finit par quand même. Oui, il connaît bien quand même. Voilà, il finit par connaître le sujet. Enfin, n'importe qui passerait 40 ans à pomper les bouquins des autres sur des serial killers finirait par en être une sorte d'expert. Donc je ne l'ironie pas ça du tout. Mais ça m'appelle une autre réflexion, c'est que il y avait une fascination, et peut-être aura-t-elle toujours lieu, dans les salons, quand Stéphane Bourgoin arrive, il y a 200 personnes, très souvent des femmes, qui font la queue pour venir se faire signer un bouquin. Et ça me rappelle toutes ces femmes qui font la queue pour discuter avec des prisonniers, avec des criminels, qui tombent véritablement amoureuses, mais aussi bien qui écrivent à Marc Dutroux comme à tous les plus grands prédateurs, qui sont fascinés. Et c'est cette fascination pour le mal et l'ultra mal qui est quand même extrêmement inquiétante. Alors, elle se manifeste pour Marc Dutroux, pour Stéphane Bourgoin, et je pense que c'est un peu la même clientèle. Je veux dire, moi, j'ai beau éditer des romans policiers, cette fascination pour le serial killer et sa façon qu'il aurait de dépecer ses victimes en leur arrachant le cœur à main nue, voilà, je trouve que ça en dit peut-être beaucoup sur une certaine catégorie de notre population. Voilà, c'est un peu inquiétant. Merci. Juste un mot alors pour finir, alors en oui ou non, va y avoir les mémoires de Woody Allen qui vont sortir. Florence Mercadet, vous allez les lire ou vous êtes choquée par les accusations? Non, je vais les lire. Vous allez les lire. Stéphane, Monson? Non, moi je crois que je ne les lirai pas, mais je suis profondément rassuré que cet ouvrage puisse paraître. Je préfère regarder ces films plutôt que de lire ces mémoires. Catherine Arnoux? Non, à coup sûr, je ne le lirai pas. Ah bon?
Non, parce que ça ne m'intéresse pas, ça n'est même pas polémique, hein, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Ah oui, d'accord. Oui, moi, Jean-Charles, moi, bien évidemment, je vais les lire, enfin les parcourir, peut-être pas les lire de A à Z, et j'aurais été ravi de les publier, je me serais battu pour les publier. C'est indispensable qu'on puisse publier ce genre de livre. Voilà, après, on en pense qu'on en veut, on aime, on n'aime pas, mais voilà, c'est scandaleux qu'aux États-Unis, l'éditeur se soit déballonné. Enfin, c'est vraiment. Ça l'a pas beaucoup choqué, visiblement, Woody Allen. Il a dit, bon, oui, il n'a pas voulu, mais enfin, je savais de toute façon qu'il y en aurait plein qui se porteraient. Il a pour mériter. Bon, ben voilà, c'est sur cette parole qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Catherine Arnaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Florence Mercadet-Choquet, Stéphane Monson et Jean-Charles Lajoie. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PAF. Au revoir.